Bon, bonjour, on continue. Donc, cette séance très intéressante et on a beaucoup encore de choses à écouter et beaucoup de choses à dire. Alors, je vous présente par la suite Maud Geuze Thomas. Elle est cofondatrice de l'Observatoire des transidentités et co-auteure de la Transencyclopédie et des cahiers des transidentités. Et elle a notamment co-dirigé les ouvrages Corps vulnérables, vie dévulnérabilisée, Transféminisme en 2015 et Quand la médiatisation fait genre. Et, elle nous présente maintenant sa conférence intitulée Qu'est-ce qu'un corps? Donc je lui donne la parole et on écoute avec beaucoup d'attention. Merci. Merci à tous, à toutes et au reste du monde. Alors, je vous propose une com sur la réalité du fait trans à la lumière de l'anthropologie comparée. Donc, il a été beaucoup question de corps dans les deux coms précédentes, celle de Sam et de Karine, mais de manière indirecte, secondaire. Moi, je vous propose un regard frontal sur le corps. Alors, juste sur la représentation c'est la couverture d'un livre qui a été publié par Stéphane Breton, un anthropologue français. Voilà. Alors, j'ai choisi cette question, qu'est-ce qu'un corps? Parce que c'est une question centrale pour l'anthropologie. C'est même une question fondatrice. J'ai choisi de questionner le corps au lieu de questionner la question trans comme point de départ et vous dire qui sont les trans, comment on est trans, qui sont-ils, elles ou elles, qu'est-ce qu'ils font à leur corps, qu'est-ce qu'un corps trans, etc. J'en viendrai secondairement. J'ai choisi cette question parce que le corps, dans son apparence de naturalité, est ce qui est le plus chargé d'histoire, avec un grand H, d'idéologie, de représentation, de normes, d'attendus comportementaux et d'histoire subjective. Donc il n'y a pas de corps non sexué dans l'ère occidentale. J'ai choisi cette question parce que la question trans pose frontalement la question du corps sous la forme de corps modifié et du processus sociopolitique d'effacement de la transition, de ce changement de sexe, connu sous le nom de le terme de passing. Donc, de manière générale, nous avons tendance à voir le corps comme naturel et non comme un ordre et système sociopolitique. Parler des corps, c'est surtout avec l'objectivisme scientifique occidental, c'est parler des mâles et des femelles et de nul autre. Donc parler des corps efface tout de suite, spontanément, les corps intersexes. En Occident, nous nous figurons que le corps est le point de départ de l'existence. Sans corps, nous n'existons pas. Nous venons au monde, nous venons à autrui parce qu'un corps est né. Le corps est dit primordialiste. Dans notre propre passé, et dans d'autres sociétés passées et aujourd'hui, le corps est second, contrairement à l'ère occidentale. Ou encore, le corps n'existe pas en tant que tel. Dans certaines sociétés, le mot corps n'existe pas. Donc le corps, c'est une représentation, c'est une médiation. C'est là l'origine de la question en anthropologie dès le XIXe siècle où un Kanak, parlant à un anthropologue occidental, lui dit « Vous nous avez apporté le corps et non l'esprit. Nous connaissions l'esprit, nous nous construisons par l'esprit. Il est notre antécédent principal,
tandis que votre antécédent principal est le corps. Plus exactement, cet antécédent est l'assignation sexe-genre dans un système juridique dont le fonctionnement est totalement autonome du lien social. En ce sens, qu'est-ce qu'un corps? C'est une question occidentale. Dans la foule de questions que l'on pose à propos des minorités sexuelles et de genre en Occident, qu'est-ce qu'un corps? Pose le corps comme une question. Quel corps ai-je? Comment je le ressens? Comment je me le représente? Comment puis-je le projeter? Suis-je bien dans mon corps? Est-il mon corps propre? Suis-je bien dedans? Etc. À certains égards, discuter du système sexe-genre cisgenre sans discuter du corps revient à laisser cette part naturaliste sans l'avoir questionné. Le mouvement féministe a fait ce travail avec le sexe. Je propose donc ce même travail à la croisée des questions LGBTIQ en général et tout particulièrement, c'est vrai, tout particulièrement pour les corps trans, les corps intersexués et non binaires. Donc ces questions sont la résultante du modèle binaire cisgenre et hétéro-non-normé. Quand on parle du corps, on mobilise tout le temps ce modèle binaire, cisgenre, hétéronormé. Questionner le corps, c'est donc questionner la manière dont nous disons la nature, à partir de l'idée qu'on s'en fait depuis le XXe siècle, et non de l'environnement tel qu'il est, indépendamment de la période anthropocène telle que nous la vivons. Nous disons, parlant de notre corps, j'ai un corps trans, opposé au corps cisgenre. Donc, un corps modifié opposé à des corps qui seraient non modifiés, mais en le pensant à partir du système sexe-genre hétéronormé. Donc, nous devons repartir de nos corps comme ils sont, et non des corps cisgenres définis par une biopolitique. Nous ne parlons pas à partir de la nature, mais de la culture, et plus précisément à partir des normes dominantes. Alors, je vais maintenant représenter ce que j'ai dit précédemment. Alors, je commence par un schéma très simplifié avec ces trois composantes. Nature, culture, corps, assignation, sexe, genre. Ces trois binarismes organisent tous les autres binarismes. Donc, l'information principale, et même la plus importante, c'est que ce schéma est occidental et débute au XIXe siècle. Et nous sommes toujours régis par ce schéma. Donc maintenant, je vais focaliser sur ce schéma et voir ce qu'il y a dedans, comment ça s'organise. Alors, tous les binarismes sont là. Nature-culture, inné-acquis, sexe-genre, corps-esprit, masculin, féminin, etc. Là encore, il n'y a toujours pas d'autres. Les corps intersexes ne sont absolument pas visibles sur cette schématique. Si vous lisez de haut en bas, vous avez le modèle naturaliste. La nature produit de la culture, le sexe produit du genre, le comportement sexuel produit du comportement de genre, lequel produit ce sexe-genre d'assignation et d'identification. Donc, c'est un schéma, on va dire, descendant, organisé à partir du dualisme, de ce dualisme fondateur entre nature et culture. Je reprécise, en Occident. Si vous lisez maintenant de bas en haut, on voit que la nature est tout le temps de la culture, le sexe est tout le temps du genre, etc. Il y a une relation des faits dans le modèle général de co-construction. La nature est le produit de la culture, idem du système sexe-genre. C'est pourquoi le féminisme matérialiste
à dénommer ce système-là un ordre des genres et pas un ordre des sexes. Et c'est très révélateur, ce renversement dans la manière de voir. Donc on a là un schéma interactionniste d'ensemble, ou schème ontologique structurel, que Philippe Descola, un anthropologue français, nomme ontologie naturaliste objectiviste, qui date, là, pour le coup, qui reçoit tous ses développements au XXe siècle. Descola dit que tout ça est un ethnocentrisme occidental, datant du XIXe siècle, et Tim Ingold, un autre anthropologue anglais, cette fois, appelle cela le modèle néo-darwinien, organisé à partir de la pensée de Darwin. Donc on a fini par appliquer aux sociétés humaines la taxonomie classant tous les existants. Si la nature est de la culture, si la nature est de la culture, alors le comportement, votre comportement, est lui-même à la fois tout le temps naturel et culturel. Le meilleur exemple est évidemment le sexe. Si le sexe, votre sexe, est dans les gènes, déterminé par les gènes, alors le sexe est totalement génétique et totalement invariant. Il s'ensuit que l'identité sexuelle est programmée par les gènes, dans les gènes. Il va de soi que ce modèle exclut les états intersexués du corps une fois de plus. Donc, une fois encore, même quand on est dans les gènes, avec cette explication-là, les états intersexués n'existent pas alors qu'ils ont des chromosomes différents des chromosomes XX et XY. On voit bien qu'il y a un effet idéologique absolument massif. Lorsque vous regardez dehors, lorsque vous regardez, il n'existe que des hommes et des femmes et nul autre. Donc la réponse à mes questions, qu'est-ce qu'un corps, est donc l'assignation de genre selon le sexe et nul autre système. Ce qui est totalement faux. Notez bien que l'assignation et l'identification sont pensées comme indissociables. Qu'est-ce que la question trans? Jusqu'à présent, on avait répondu « le sexe est dissocié du genre », ce qui avait permis la réponse psychopathologique et, en réaction, une dissociation de nature culturelle. S'il n'y a que deux sexes, il y a pourtant potentiellement autant d'expressions de genre que d'individus. Quel rapport avec la question trans et surtout ma question « où est le corps ?» Nos difficultés à y répondre tiennent au fait que nous ne sommes toujours pas sortis du modèle nosologique parce que nous ne sommes toujours pas sortis de la conception biopolitique qui place le corps au début d'un processus de développement qui va de la naissance vers la mort. Et en ce sens-là, en Occident, nous n'avons pas d'ancêtres, nous n'avons pas d'esprit. Nous ne sommes que ce corps temporel, cette vie temporelle entre la naissance et la mort, rien avant, rien après. Troisième regard dont j'ai changé les termes. Alors, regardons maintenant comment fonctionne le rapport nature-culture avec le rapport sexe-genre. J'ai remplacé les termes sexe-genre par organisme, ce qui est déjà un mot très différent du mot corps, et environnement sociétal, qui est également une expression très différente du mot société. Donc ce sont deux concepts que propose Tim Ingold pour répondre à mes questions « Où est le corps dans la conception biopolitique ?» La correspondance organisme et environnement sociétal est mise en perspective par la flèche. Elle détermine comment est représenté le corps. C'est un état d'assignation faisant coïncider
l'organisme et la société, le sexe et le genre, l'assignation et l'identification, et non pas simplement un état de l'organisme. Par exemple, mâle, femelle, valide, non valide, etc. Donc le mot organisme, dans les sciences biologiques, définit la biologie du corps et non l'état sociétal du corps, c'est-à-dire son statut, relativement à chaque société. Si vous changez de société, le statut du corps n'est tout simplement pas le même. Voire le mot corps n'existe pas. Tout apprentissage culturel modifie cet état du corps en dotant d'un programme culturel. Ingold décrit ainsi la marche, le sport, la chasse, la prise en charge des nourrissons, etc., pour décrire ce corps appris. Philippe Descola, de son côté, dit que toutes les sociétés assignent, mais n'assignent pas de la même façon, pas au même endroit, etc. Qu'est-ce que le corps renvoie donc à comment est le corps? La réponse est donc l'assignation et l'apprentissage. Le corps est bien en relation avec le sexe, mais c'est la coïncidence en culture sexe-genre qui définit comment est le rapport au corps. Le corps est dit prescrit, c'est-à-dire déterminé par des normes. L'individu social qui émerge ne peut en aucun cas, dans aucune société, être appelé naturel. Seul l'organisme est naturel, et cela détermine d'ailleurs la différence désignée comme objective en Occident, toujours en Occident, entre le règne animal et les sociétés humaines, l'humain et le non-humain. Et cette taxinomie inconsciente est présente dans toutes les sociétés et détermine ce que nous nommons la différence des sexes. Qu'est-ce que le corps? Renvoie à comment chaque société le décrit, le représente, avec des éléments de nature biologique, historique, individuelle, symbolique, etc. Je l'ai placé du côté de l'acte nature et non culture, mais en fait, il est des deux côtés. Le corps, c'est tout simplement cette fusion, ce champ relationnel entre nature et culture. Alors, j'en viens donc à l'ouvrage Princeps de Philippe Descola, qui propose une synthèse globale entre les quatre grandes ontologies et quatre grandes aires ontologiques qui se différencient dans la manière dont ces quatre grandes aires construisent le corps. L'apport principal de Descola réside, en tout cas pour moi, essentiellement de sortir de la conception post-coloniale d'une ontologie universelle, unique par cette comparaison. Il montre comment l'ontologie sous-jacente aux cosmologies, c'est-à-dire aux organisations de société, permet d'exposer comment le couple physicalité-intériorité, on traduira par corporéité et subjectivité, est distinct d'une ère ontologique à l'autre, et combien le corps n'est jamais une donnée première, sortant d'un état de nature primordial, mais est toujours tissé par et dans le lien social, quel qu'il soit. L'exemple le plus fameux, dans l'ouvrage de Descola, est celui où l'humain partage son intériorité avec des existants animaux et environnementaux dans la société Achuar d'Amazonie. Les Achuar, ce qu'on appelait à partir du fin 18e siècle, 19e, les Jivaros. Se représentent les grands animaux, notamment le jaguar, comme ayant une intériorité d'humain. Donc, une intériorité d'humain. S'ils ont un corps différent, ce que Descola appelle physicalité, c'est juste quand ils sont sous le regard des êtres humains. Dès que ces existants jaguars ne sont plus sous le regard des êtres humains, ils reprennent leur forme humaine et ils ont une vie sociale
aussi importante, aussi symbolique que les êtres humains. On a là un exemple très simple, très imagé, très illustré d'une ontologie qui ne se construit pas à partir de le corps, le fait de regarder des corps, mais littéralement de regarder vos esprits. On a presque une ontologie inversée, un regard inversé qui vient de l'intérieur. Autre anthropologue que j'ai cité tout à l'heure, Tim Ingold, avec son ouvrage Princeps, Marcher avec les dragons. Alors, très brièvement, pour vous expliquer le schéma, c'est donc la première ligne ici, enfin vous, c'est de l'autre côté, c'est l'organisme. Au milieu, B, c'est l'individu, et enfin, E, c'est l'environnement. Et E1, E2, E3, E4, donc c'est le passage entre générations. Donc Ingold ne nomme pas l'individu B au centre. Il dit juste qu'il est à la croisée de l'enchevêtrement des mondes physiques et sociaux, qu'ils sont inséparables parce qu'ils sont dans un champ relationnel global. Il ne fait aucune distinction entre l'environnement naturel et l'environnement culturel. Et il dit même, à l'instar d'Escola ou des anthropologues comme Renaud Latour, que ces distinctions, ce sont des normes. Mais en tant que telles, ces distinctions n'existent pas. Elles nous permettent de comprendre le monde, de se comprendre, mais en fait, elles nous proposent des schémas extrêmement réducteurs. Donc, Ingold, pour appuyer tout cela, il prend des exemples comme la bipédie, c'est-à-dire l'apprentissage de la marche ou l'usage de telle technologie. Il prend une technologie très simple, la bicyclette. Et là, il montre surtout que le corps est un organisme en perpétuel apprentissage sous-dépendant des cadres ontologiques et cosmologiques. Il faut qu'un environnement et un apprentissage progressif stable préexistent à la naissance de nouveaux organismes pour assurer leur survie et pour assurer également la transmission d'apprentissage. Ingold dit que l'individu est co-développemental. Il ne pousse pas comme une plante, mais est structurellement dépendant de l'état de l'environnement naturel et culturel. La relation interdépendante entre l'environnement naturel et culturel. Si une transmission est rompue, les médiations le sont également et peuvent menacer la vie mentale et relationnelle de cet individu et donc de l'organisme de cet individu. Il se suicide ou il est tué. Et quand on parle des trans, quand on voit la liste des meurtres des personnes trans, on a un exemple très concret. Alors, qu'est-ce que tout cela nous dit ? D'abord que le débat nature-culture a été absent jusqu'à présent des définitions permettant de statuer sur les vies trans depuis cette position que j'ai appelée primordialiste. On parle du corps en postulant qu'il est toujours naturel, que cela est valable dans toutes les sociétés, que cela est objectif. On voit bien que non. Le premier outil hérité de la première génération de militantes et d'associations est l'assignation. Contre l'intangibilité de l'assignation, nous lui proposons le modèle du devenir, suivant là l'idée majeure de Simone de Beauvoir. Avec cette définition, on a deux modes d'assignation, et non plus un. L'assignation du genre selon le sexe, qu'on appelle depuis Julia Serrano le mode cisgenre, et l'assignation de sexe selon le genre, que j'ai appelé le mode transgenre.
Mais d'autres modes d'assignation sont possibles. Par exemple, celui de l'assignation socio-spirituelle dans les sociétés amérindiennes. En Occident, seul le premier existe, selon la tradition socio-historique et juridique, dont l'ancrage réside dans le corps biologique et par extension dans le sexe. Dans d'autres sociétés, les deux modes d'assignation coexistent. Par exemple, la société amérindienne et les Two-Spirits, la société inuite et les Sipinites, la société thaïlandaise et les Katoi, la société polynésienne et les Mayus, etc., etc., etc. Et dans ces sociétés, il n'y a pas d'opposition entre un mode cisgenre et un mode transgenre. En fait, il y a une continuité. Alors, l'antécédence. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est un mot très très important en anthropologie. Ce mot désigne ce qui constitue le référent principal dans une société donnée, un groupe de données permettant le co-développement d'un individu et son accession à une identité stable, agréable et reconnue par tous et toutes. Il découle généralement de l'assignation de genre selon le sexe, soit le régime sexe-genre que nous nommons cisgenre. L'antécédence n'a évidemment pas la même valeur selon qu'on est placé dans la majorité ou une minorité de genre en raison des discriminations. Pourquoi parle-t-on de l'autodétermination dans un cas et non dans l'autre? La réponse est très simple. Les normes dominantes ne la reconnaissent pas. Je dis bien les normes dominantes et non pas la société. Comme il y a une valence différentielle entre hommes et femmes, il y a une valence différentielle entre trans et non-trans, intersexes et diadiques, neurotypiques et neuroatypiques. Diadique, c'est un mot qui désigne les personnes non intersexuées. Je reprends l'exemple des Two-Spirits. L'antécédence repose sur une assignation, comme en Occident, mais celle-ci n'est pas imposée à la naissance, mais différée dans le temps. Secondement, elle ne repose pas sur le sexe de l'enfant, mais le genre social par lequel l'enfant va se reconnaître et s'identifier. On voit bien que ce n'est pas du tout le même modèle d'assignation. Dans les sociétés amérindiennes, ce rituel a été appelé le rituel de l'arc et du panier. Quand l'enfant choisit l'arc, la société le reconnaît comme un garçon. Quand cet enfant choisit le panier, la société le reconnaît comme fille. Et ce, indépendamment de son sexe, évidemment. Et c'est valable pour les personnes, les corps intersexués. En ce sens-là, la réassignation n'existe pas dans cette société. Pour la raison toute simple que j'ai indiquée, l'assignation n'est pas à la naissance, le jour de la naissance de l'enfant, mais en fonction du développement de l'enfant. Philippe d'Escola a appelé cela une ontologie animiste. Donc c'est une ontologie de type socio-spirituel et comprend donc ces deux modes d'assignation qui ne sont absolument pas distingués. Donc la notion même de majorité et de minorité, telle que nous la connaissons, n'existe tout simplement pas. Un autre cas, cette fois en Occident, soulève le même type de questions, celle des neuroatypies. Et surtout dans la population dite autisgenre, où l'autisme influence plus ou moins nettement la perception de son genre et donc de son corps. Il semble que dans la population trans, il y a un nombre plus élevé de neuroatypies que dans le reste de la population. Mais ça, les études sont au début. Alors, donc, ma seconde question, corollaire de la première, c'est qu'est-ce que la question trans? Jusqu'à présent, la réponse à cette question est donnée dans cet ordre
part, le champ psy qui dit ce qu'est le transsexualisme, comment on le traite, on soigne cet individu. En 2, le champ médical qui transforme la sexuation d'un corps. En 3, le champ juridique qui l'acte en changeant l'état civil. Dans cet ordre-là. La loi d'identité de genre en Argentine en 2012 a replacé le champ juridique de 3 à 1, en premier, en amont, pour permettre de définir de manière adéquate la subjectivité de l'individu, définissant comment est le corps, comment est son corps. On voit là simplement le rôle majeur de l'assignation. Et en ce sens-là, l'Argentine préconise un système d'assignation animiste et non plus un système d'assignation occidentale. D'accord. On me dit que je vais devoir finir. Donc je vais sauter. En bref, je me suis arraché du contexte naturaliste occidental, attribuant au corps une origine première et primordialiste, et l'a interrogé avec une nouvelle question. Que serait une anthropologie des transidentités? Et je dis bien des transidentités dans le monde entier, dans toutes les ontologies. Ce qui me permet de distinguer une conception biopolitique hétéronormée et une conception transpolitique des vies et corps trans. Il s'ensuit toutes sortes de questions qui en appellent à une philosophie des existences. Elles provoquent un questionnement, du moins en Occident, absolument inouï. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'une femme? Combien existe-t-il de sexes? Combien existe-t-il de genres? Qu'est-ce que l'assignation a à voir avec le corps? Peut-on se développer sans assignation? Existe-t-il des sociétés qui n'assignent pas? Des individus peuvent-ils se développer de manière distincte de l'assignation qu'ils et elles ont reçue? Etc., etc. Toutes ces questions aboutissent à ma question centrale, qu'est-ce qu'un corps? Voilà. Alors, je vais terminer par un petit trait d'humour que j'aime beaucoup. Et vous voyez ça, c'est très occidental. Les Amérindiens ne proposeraient jamais une telle représentation. Comment votre identité, qui est un processus relationnel complexe, pourrait-il être quelque part dans le corps, alors qu'il est dans l'esprit, dans votre esprit, dans la manière dont vous vous disiez, vous vous décrivez, vous vous projetez, vous aimez. Merci beaucoup et merci aussi d'avoir fini si vite. On a un programme très chargé. Mais je voudrais quand même, si vous avez quelques questions, quelques appréciations, quelque chose à dire, ça serait intéressant de pouvoir finir par un petit débat peut-être. Oui? Je ne sais pas si j'ai bien compris le concept de multigenre. Donc, ces dernières images seraient une représentation du concept. J'entends très... Du concept, pardon. Moi, je n'ai pas bien compris. Je ne sais pas si j'ai bien compris le concept de multigenre. Multigenre. Ces dernières images Oui. pourraient représenter le concept. Alors, c'est un terme qui a été inventé par une Américaine pour désigner sa propre perception de son corps qui est très floue, qui est inorganisée, qui ne lui permet pas d'avoir une idée claire de son corps comme une espèce d'unité, dans une unité, mais
mais sous la forme de puzzles qui se reconstituent. Ça décrit tout simplement ce processus cognitif qui fait que la personne peut se sentir en dehors de son corps et non pas enfermée dans un corps ou à l'intérieur d'un corps. Donc elle a appelé ça outil genre. C'est clair ? Je ne sais pas qui avait qui. Vous avez des questions, une question aussi? Vous voulez y aller? Oui, oui, s'il vous plaît. Merci pour votre communication. J'avais une petite explication par rapport à ce que vous avez dit sur les Amérindiennes. Vous dites qu'un enfant à sa naissance, à une période donnée, lorsqu'il choisit l'acte, on lui assigne. Oui. On lui assigne donc le caractère du garçon et puis la fille. Lorsqu'elle choisit le panier, on lui assigne donc le caractère de la fille. Enfin, l'enfant choisit donc le panier, on lui assigne donc le caractère de la fille. Et cela indépendamment de son sexe. Oui. Mais comment la vie de cet enfant est organisée après? On lui assigne, mais vous dites que c'est indépendamment de son sexe. Donc j'ai du mal un peu à comprendre cela. Et oui, et pour cause, parce qu'on a beaucoup de mal. Si cet exemple-là est si important dans l'anthropologie, c'est que c'est justement parce que tous les schémas occidentaux résistent conceptuellement, émotionnellement, philosophiquement à un mode d'assignation qui nous semble à ce point déconcertant. Pourquoi il nous semble si déconcertant? Parce que nous déduisons en permanence la culture, notre culture, à partir de la nature, cette espèce d'entité que j'ai appelée première ou primordialiste. Et nous faisons la même chose avec le sexe et le genre. Au fond, le genre, c'est quoi? Il y a deux grandes réponses. Il y a la réponse occidentale, de l'histoire de l'Occident. Le genre, c'est la déclinaison culturelle de quelque chose qui est plus fondamental, qui est le sexe. Eh bien, dans cette société-là, c'est l'inverse. Tout simplement. Il y a d'autres types d'assignations qui pourraient nous sembler encore plus déconcertants. C'est dans la société yakoute. La Yakoutie, c'est l'actuelle Sibérie en Russie, et chez les Inuits dans le territoire du Nunavut. Certains enfants, dits sipinites, sont assignés non pas en fonction de leur genre en devenir et ou de leur sexe physiologique, mais sont assignés en fonction du genre de leur ancêtre. Alors, il faut se représenter un petit peu un tel monde où finalement dans cette société, il y a plus d'existants esprits, donc plus d'ancêtres que de personnes corps vivantes. Et donc l'assignation se fait par rapport à le genre de cet ancêtre. Et le genre de cet ancêtre peut être homme, femme ou un autre genre. Un autre exemple encore plus connu, c'est celui de la société polynésienne. Je parle de tous ces exemples-là avant les grandes colonisations européennes. Parce que les grandes colonisations européennes ont totalement détruit, par exemple dans la société amérindienne, où ce n'est que à partir de maintenant, à la suite du mouvement féministe, puis du mouvement homosexuel, puis du mouvement transgenre, que les Two-Spirit revendiquent de nouveau non seulement leur identité, que nous dirions si particulière, mais surtout ce qu'ils revendiquent, c'est leur société. C'est une société de type socio-spirituel. Ce n'est pas une société de type socio-juridique comme la nôtre, où un champ
un champ de représentation que nous appelons l'intangibilité de l'état civil. Dans ces sociétés-là, ça n'existe tout simplement pas, ne serait-ce que parce que ce sont des traditions orales où il n'y a pas de différence, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la société HUR, entre les existants humains, les existants esprits, les existants jaguars, les existants fleuves, les existants, etc. Dans toutes ces sociétés-là, toutes ces ontologies-là, il y a un nombre absolument infini d'existants, alors que la nôtre se caractérise par une taxonomie verticale, où nous en venons à dire quelque chose d'absolument innommable, mais que nous prenons pour vrai. La condition humaine est la condition supérieure à toutes les autres existants. Pour moi, c'est quelque chose de totalement inconcevable. Il y avait une autre question, mais je ne sais plus qui. Oui, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Bon, alors on a prévu une pause maintenant. Normalement, on va reprendre à 11h50. On est un petit peu en retard. Je ne sais pas si je peux donner 5 minutes de plus peut-être. Et on se revoit ici. Voilà. Bon café. À bientôt.